Le 6 juin 1944, à 4h37 précises, la côte normande sommeille encore sous un manteau de brume épaisse. À Vierville-sur-Mer, les falaises s'élèvent comme des remparts noirs contre le ciel gris acier. Le vent, chargé d'embrun salé, s'engouffre dans les meurtrières du Weijerstandsnest 62, l'un des nœuds fortifiés du mur de l'Atlantique. Ce bunker de béton armé, planté au sommet d'une crête dominant la plage, semble défier la mer elle-même. Ces murs épais, coulés dans le ciment renforcé, portent encore les traces des travaux hâtifs de l'organisation TOT. Des arêtes irrégulières, des joints mal finis, des plaques de rouille là où l'acier affleure. À l'intérieur, l'air est froid, humide, imprégné d'une odeur de moisissure, de poudre stockée et de suaire accumulée. Au centre de la casemate principale, derrière la lourde mitrailleuse MG42 montée sur trépied, le Gefreiter Emskeller fixe l'horizon. 24 ans, originaire de Dresde, il porte l'uniforme Feldgrau usé jusqu'à la trame, les manches retroussées sur des avant-bras maigres. Ses yeux, injectés de sang après 3 nuits sans sommeil, scrutent la Manche à travers les jumelles Zeiss. Sel marin colle à sa peau, forment une pellicule blanche sur ses lèvres gercées. Ses doigts, posés sur la crosse de la mitrailleuse, tremblent légèrement. Ce n'est pas la peur qui les agite, mais la fatigue. Cette fatigue lourde qui engourdit les membres et brouille la pensée. Depuis des mois, les ordres de Berlin se répètent. Aucun débarquement avant la fin du mauvais temps. Les rapports météo, les reconnaissances aériennes, tout concorde. Pourtant, ce matin-là, quelque chose cloche. Le vent semble plus nerveux, la mer plus agitée, comme si elle retenait son souffle. Ernst tire une dernière bouffée sur sa cigarette, une Ersatz, fabriquée avec du tabac de mauvaise qualité. La fumée âcre lui brûle la gorge. Il écrase de mégots contre le rebord de béton, puis se penche un peu plus. Le ressac, régulier, monotone, berce la côte depuis des heures. Rien. Juste la mer, grise, infinie, hostile. Mais un grondement net au loin. D'abord imperceptible, comme le ronflement d'un moteur distant. Puis il grandit, s'amplifie, devient une vibration sourde qui fait trembler le sol. Ernst ajuste ses jumelles. La brume se déchire par endroits, révélant des formes sombres à l'horizon. Des points noirs, minuscules, puis des dizaines, puis des centaines, des navires, une armada. La Manche entière semble se couvrir de coques d'acier. Le grondement devient tonnerre. Les vagues elles-mêmes portent le bruit, le propager jusqu'aux falaises. Le sol vibre sous les bottes de Ernst. À sa gauche, l'Unteroffizier Reinsbauer surgit dans la coursive, le visage blême. Le mot alarme résonne dans les couloirs de béton comme un glas. En quelques secondes, le bunker s'éveille. Les hommes sortent de leurs abris de fortune, enfilent leurs casques en acier, empilent les caisses de munitions. Les ordres fusent, étouffés par le vacarme grandissant. Le lieutenant Schneider, commandant de la position, émerge du poste de commandement. Ses jumelles pendent à son cou. Sa mâchoire est serrée, ses yeux brillent d'une détermination froide. Il n'a pas besoin de parler. Un seul regard suffit. C'est eux, les Alliés. L'invasion tant attendue, tant redoutée. À 5h10, le ciel s'ouvre. Les premiers bombardiers alliés surgissent au-dessus de la Manche, leur silhouette massive découpant la lumière naissante. Des B-17, des B-24, des Lancaster, des forteresses volantes qui lâchent leur cargaison de morts. Le vacarme est assourdissant. Les sirènes d'alerte hurlent, mais elles sont vite couvertes par les explosions. Les premières bombes tombent, en sifflements stridents, puis en tonnerre. Le blockhouse tremble comme il allait s'effondrer. Les poutres de béton craquent, la poussière tombe en pluie fine. Ernst s'abrite derrière une poutre, les mains sur les oreilles, les détonations se succèdent, rapprochées, méthodiques. Une odeur âcre de poudre, de métal brûlé et de terre soulevée envahit la casemate. Les murs suintent d'humidité, les lampes à pétrole vacillent. Dehors, la tranchée extérieure est pulvérisée. Un jeune servant, un gamin de Hambourg à peine sorti de l'adolescence, gît au sol, le torse déchiqueté par les éclats. Son sang forme d'une plage sombre sur le béton. Les bombardiers s'éloignent, laissant derrière eux un ciel zébré de traînées blanches. Dans la lueur tremblante du matin, la mer apparaît enfin dans toute son horreur. Des péniches de débarquement, des barges Higgins, des chars amphibies DD, des colonnes entières avancent sur la côte. Le vacarme des moteurs couvre tout. Un bourdonnement incessant, mécanique, implacable. Ernst reprend sa place derrière la MG42. La culasse est froide, l'odeur d'huile est encore présente. Il charge la bande de munitions, les cartouches cliquetant dans le mécanisme.
Ses mains, malgré la fatigue, retrouvent leur automatisme. Le lieutenant Schneider se tient droit, le regard fixé sur la plage. Le signal ne viendra pas d'eux. Il viendra du chaos. À 5h29, les premières barges touchent le sable. Les portes avant s'abaissent avec un claquement métallique, vomissant des flots d'hommes en uniforme vert olive. Les soldats américains pataugent dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine, trébuchent sur les obstacles anti-chars, tombent sous le feu croisé. La MG42 entre en action. Son rugissement caractéristique, ce crépitement infernal de 1200 coups par minute, déchire l'air. Les balles traçantes zèbrent la plage, fauchent les ilouettes comme des épis de blé. Le sable gicre en gerbe, les corps s'effondrent dans les vagues. La mer, peu à peu, prend une teinte rougeâtre. Les cris des blessés se mêlent au fracas des vagues, au grondement des canons des navires au large. Ernst tire, recharge, tire encore. La chaleur de la culasse lui brûle les paumes travers les gants. La sueur coule sur son front, pique ses yeux. Il ne voit plus que des targets, des formes mouvantes dans la lunette de visée. Mais les Américains avancent, toujours plus nombreux, toujours plus près. Ils trouvent refuge derrière les hérissons tchèques, ces obstacles anti-chars plantés dans le sable. Certains ripostent avec des mitrailleuses Thompson, d'autres rampent, progressent mètre par mètre. Ernst distingue leur visage. Jeunes, déterminés, terrifiés, comme lui. Un obus Neuville explose à quelques mètres du bunker. La déflagration soulève une pluie de gravats, de terre, de métal tordu. La lumière devient blanche, aveuglante. Ernst est projeté au sol, son casque roule sur le béton, ses oreilles bourdonnent. Un sifflement aigu couvre tout. Quand il rouvre les yeux, le lieutenant Schneider est toujours debout, couvert de poussière, donnant des ordres d'une voix rauque. Une partie du toit s'est effondrée, mais la mitrailleuse fonctionne encore. Ernst rampe, reprend la manivelle et suit la poussière de ses lunettes de visée. La plage est un chaos de feu, de fumée, de corps. À 7h10, les obus navaux reprennent de plus belle. Les cuirassés de large USS Texas, HMS Warspite, pilonnent les positions allemandes avec une précision terrifiante. Les falaises tremblent. Des pans entiers s'effondrent dans la mer. Dans la radio du bunker, une voix grésille, entrecoupée par des parasites. Poste 61 demande des renforts, puis plus rien. Les lignes de communication sont coupées. Le lieutenant Schneider serre les dents, son bras gauche pend inerte, une tache de sang s'élargissant sur sa manche. Il n'a plus que le grondement, la fumée, les cris. Ernst sent la peur le gagner. Pas la peur brute, panique, mais une peur froide, lente, qui s'insinue dans les eaux. Il pense à sa mère à Dresde, à son frère mort sur le front de l'Est, gelé dans la boue de Kursk. Il ne comprend plus pourquoi il tire encore. Par instinct, par devoir, par habitude. La plage est désormais noire de silhouettes américaines. Les chars amphibies d'Édé, leurs flotteurs encore gonflés, mordent la vase, progressent vers les dunes. Les obus perforants ricochent sur le blindage, laissent des traces blanches. La MG42 surchauffe, fume, s'enraye. Ernst tente de la refroidir avec un chiffon mouillé, mais c'est trop tard. Un tir direct atteint l'entrée du bunker. La déflagration est titanesque. Le monde devient une gerbe de feu, de sang, de poussière. Les murs s'effondrent, les poutres ploient, l'air est chassé des poumons. Quand Ernst revient à lui, le silence est étrange, presque irréel. Seul le clapotis des vagues et le craquement des flammes troublent la quiétude. Son oreille droite est sourde. Un bourdonnement persistant. Le bunker est éventré. Ses murs béants laissent entrer la lumière crue du matin. Heinz Bauer gît à côté, immobile, une flaque sombre sous sa tête. Le lieutenant Schneider, blessé au bras, rampe vers la radio, laissant une traînée de sang sur le béton. Ernst regarde par la meurtrière. La plage, qu'il croyait imprenable, est conquise. Les drapeaux américains flottent dans les dunes, claquent dans le vent. Les corps s'amoncellent, ramenés par les vagues dans un va-et-vient morbide. Les cris des blessés montent, faibles, comme des plaintes d'agonie. Le lieutenant Schneider s'appuie contre le mur, son visage pâle, presque translucide dans la poussière. Il murmure quelque chose, mais Ernst n'entend plus. Il ramasse son casque, regarde une dernière fois la mer. Il n'y a plus de gloire, plus de certitude. Seulement la fatigue, le bruit du vent, le goût du métal sur la langue. Dans l'après-midi, les tirs cessent peu à peu. Les Américains progressent vers l'intérieur des terres, méthodiques, implacables. Les survivants allemands, hagards, les mains levées, sont rassemblés. Ernst marche entre deux soldats ennemis, ses bottes lourdes dans le sable. Le ciel est d'un bleu irréel, presque paisible. Il songe que c'est donc cela, la fin du monde. Et pourtant, au loin, on entend encore le tonnerre des canons sur les autres plages. Utah, Gold, Juno, Sword. Pour beaucoup, le jour ne fait que commencer. Le vent a tourné. Il souffle des terres normandes, tièdes, chargées d'odeurs des terres labourées et de pommiers en fleurs. Sur la route sinueuse montant de Vierville,
Une colonne de prisonniers allemands avance encadrée par des GI au visage noirci de poudre. Ernst Kaller marche au milieu, casque sous le bras, poignets liés par du fil de fer tordu. Le soleil tape sur les nuques. Derrière, la Manche fume encore, jonchée d'épaves. Barges éventrées, charges amphibies couchées, mâts brisés pointant le ciel. Son oreille droite bourdonne. Chaque bruit vient d'un autre monde. À ses côtés, Otto, un Bavarois de 19 ans, fixe le sol. Les Américains ne triomphent pas. Certains détournent les yeux, d'autres observent avec une curiosité lasse, comme si la guerre n'était plus qu'une fatigue partagée. Sur un Sherman immobilisé, un soldat noir joue avec une plaque d'identité volée à un mort. Ernst pensa à Bauer, à Schneider, ensevelis ou emportés par la marée. La mer efface tout. Vers 15 heures, la colonne s'arrête près d'une ferme détruite. Les prisonniers s'entassent dans un enclos de barbelés. Un officier américain aboie en anglais. « Asseyez-vous. Silence !» Ernst s'effondre dans l'herbe humide. L'air sent le fumier, la poudre, le sel. Autour, certains pleurent, prient, rient nerveusement, lui restent distants, voilés. Au-dessus, des escadrilles grondent vers l'est. Un jeune GI s'approche, tend une gourde. Ernst boit. Leurs regards se croisent une seconde, sans haine, sans pitié. Puis le soldat s'éloigne. À la tombée du jour, on les ramène à la plage. Les blindés gisent encore. Les blessés gémissent sous des couvertures. Infirmiers et aumôniers courent entre des corps. Ernst s'écroule contre une dune. Ses bottes sont pleines d'eau et de sang séqué. Le ressac, apaisant, lui rappelle le Danube, sa sœur riant dans l'eau. Tout semble irréel. Un Hauptcaptain capturé marmonne. Trahison. Hitler a tout sous-estimé. Ernst n'a plus de colère, seulement la fatigue infinie. La nuit tombe. Les incendies brûlent encore. Les Américains creusent, déchargent, construisent. Pour eux, c'est le début. Pour Ernst, la fin. Il s'endort bercé par les vagues et le cliquetier des chaînes. Dans ses rêves, le bunker tient encore. Schneider crie. La mer gronde du Mont-Semant. Au matin du 7 juin, la lumière rose effleure la plage. Les croix gammées ont disparu. Des bulldozers dégagent des voies. Des Mulberry s'assemblent au large. Omaha n'est plus allemande. Elle appartient à l'histoire. Ernst se redresse, poignet marqué de rouge. Il respire sans crainte. Le jour J est passé. Le monde a basculé.